Perrine Vanham est une ancienne attachée à la consultation de psychopathologie de l'enfant et l'adolescent. Et puis elle exerce maintenant en pratique libérale depuis 2001 et elle est à Versailles en région parisienne. Elle a participé aux 2 premiers congrès virtuels sur le haut potentiel intellectuel qui étaient organisés par Valérie Foussier et Sophie Cotte, c'est ça. Et elle est depuis 2012 à l'initiative de la création du GARP. Alors le GARP, ça veut dire le GARP, c'est la référence à John. Il marche mieux celui-là, j'ai l'impression. Il marche mieux celui-là. Ouais, bon, on va se le passer là. C'est la référence à Johnny Irving, ça c'est le petit clin d'œil, mais c'est sans H. Donc GARP, c'est GRHP, ça veut dire Groupement Associatif de Recherche sur le Haut Potentiel. Alors c'est très ronflant, mais on a eu beaucoup de mal. On n'est que 5. Enfin, en tout cas, pour le moment, on est 5 professionnels qui travaillent ensemble. On va peut-être sur les détails. Et c'est vrai que la seule alternative qu'on avait trouvée comme nom d'association, c'était Harpy, donc on s'est dit que le GARP, c'était mieux. Donc voilà. C'est clair. Et donc le premier projet d'étude, porte sur l'étude du potentiel à l'âge adulte et troubles psychologiques. Voilà, c'est au potentiel et troubles psychologiques à l'âge adulte. On a mis un questionnaire en ligne qui rencontre un certain succès pour essayer de parler du sujet, de voir s'il y a des choses, s'il y a des hypothèses qui peuvent être vérifiées. Ça n'aura probablement pas tellement de validité scientifique aux yeux des médecins, des CHE, etc. Mais ça permettra, à mon avis, au moins de poser le problème dans la sphère psychiatrique, parce que les psychiatres ne connaissent absolument rien. Donc voilà. Donc merci Pauline. Ensuite, Violette Merchor, je prononce bien, ça va Violette travaille avec Perrine Vanham. Elle est psychomotricienne depuis 15 ans, en libéral depuis 14 ans, et elle accueille des enfants au potentiel intellectuel dans son cabinet depuis 10 ans, et des adultes depuis 4 à 5 ans, c'est très précis. Et elle travaille également en partenariat, en double prise en charge, ce que j'ai compris, en particulier avec Perrine Vanham. Son travail est particulièrement adapté pour traiter les rapports au corps, à la sensorialité, travailler sur la gestion émotionnelle. Donc on reviendra sur ces aspects-là en cours de table ronde. Et ensuite, Pascaline Monet, qui est psychologue clinicienne. Elle est spécialiste des enfants surdoués, donc en exercice libéral à Rennes. Et vous testez, vous faites passer des tests et vous faites des suivis d'accompagnement pour les enfants spécifiquement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. C'est un sujet quand même bien délicat que de définir l'intelligence. Donc moi je vous propose qu'on se réfère au contexte socio-culturel dans lequel on évolue et qu'on définisse l'intelligence à partir de ce que l'on considère être pertinent dans ce contexte socio-culturel. On va aussi évoluer de quoi l'on parle. On va évoquer de quoi on parle, pardon, et le haut potentiel intellectuel. Franchement, aussi, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'introduction. Donc, l'intelligence, qu'est-ce que c'est? Je passe. Madame Lemonnier. Selon spécialiste. Alors, moi, je me réfère à la théorie de Wechsler, qui est l'inventeur du test WISC qu'on utilise traditionnellement. En fait, c'est la capacité d'un individu d'agir dans un but déterminé, de penser rationnellement et d'entrer efficacement en contact avec son environnement. Voilà. Et en psychologie cognitive, c'est la capacité d'un individu à s'adapter face à un problème nouveau. Comment l'enfant, je vois des enfants, donc comment la personne réagit face à la nouveauté, comment il s'adapte. Donc en psychologie, donc, on a des tests pour évaluer ce haut potentiel. Je ne sais pas si j'en parle maintenant ou si j'en parle plus tard. En fait, c'est la première démarche diagnostique pour établir le haut potentiel. Donc je peux continuer. Donc classiquement, je disais, on utilise les échelles de Wechsler, donc le WISC, on est à la version 4 aujourd'hui. Donc ce sont des tests statistiques qui sont basés sur les bases de recensement de la population générale. Donc ces tests, je perds mes moyens, excusez-moi, sont basés... On les passe en cabinet, oui, on les passe en libéral, dans les structures aussi on peut passer. Donc les résultats des tests sont exprimés en notes d'indice ou notes d'échelle.
Donc ils ont une moyenne de 100 et un écart type de 15, c'est-à-dire qu'on considère qu'un individu à intelligence normale a un potentiel qui se situe entre 85 et 115. Et parce que dans cette tranche, on retrouve à peu près 66% de la population. Selon l'OMS, donc, un enfant à haut potentiel aurait des résultats supérieurs à 130, hein, parce que dans cette tranche, on retrouve 2,3% de la population. Sauf qu'on voit que dans la littérature, ça évolue. On a tendance à considérer le seuil de 125 comme étant à haut potentiel, dans la mesure où ça représente 5% de la population d'une classe d'âge. Ce seuil de 5%, c'est comparable à la dyslexie et aux autres troubles qu'on peut rencontrer et dont on s'occupe, hein, et qui bénéficient d'aide éducative. Donc on a tendance à prendre maintenant ce seuil de 125. Et alors dans la pratique, on voit que le seuil de 125, on ne considère pas forcément un chiffre global, que le QI verbal, parce qu'on a plusieurs indices dans plusieurs aspects de l'intelligence, et que le QI verbal au-dessus de 125 suffit maintenant à pouvoir établir le diagnostic du haut potentiel. Avec d'autres choses, bien sûr, hein, il n'y a pas seulement que l'évaluation des tests. Je ne sais pas si je dois présenter un petit peu les tests. Ultérieurement. Moi, je m'intéressais là à peut-être la chronologie en fait qui amène quelqu'un à consulter un psychologue ou une autre personne par rapport à quelque chose qui confère à son intelligence. En cabinet, par exemple, quand vous recevez quelqu'un qui va soit passer des tests, enfin, ceux qui ont envie de passer des tests, le désir d'en passer, ou qui se pose la question d'en passer, ou quelqu'un qui vient vous consulter. Comment vous pressentez ce potentiel intellectuel avant d'avoir même passé les tests, par exemple? Avant d'avoir passé les tests, ce sont déjà des enfants qui, en consultation, peuvent montrer une certaine agitation, interfèrent beaucoup quand on est en train d'interroger les parents, de faire ce qu'on appelle l'anamnèse, pour retracer un petit peu l'histoire familiale et savoir pourquoi ils sont là. Donc c'est des enfants qui répondent beaucoup des fois à la place de l'adulte, qui montrent un bon niveau de vocabulaire, des phrases assez élaborées. Et puis après, quand on pousse un petit peu plus loin dans l'interrogation des parents, on cherche un petit peu leur centre d'intérêt, ils ont des choses en commun, savoir qu'ils s'intéressent souvent aux questions existentielles, à l'origine de la vie, à des âges beaucoup plus avancés que les autres. Donc ça, c'est des indices qui permettent aux psychologues de se dire, bon, je vais peut-être aller chercher, faire une évaluation pour voir si effectivement... Quand vous dites à l'âge plus avancé, c'est plus précoce. Beaucoup plus précoce, voilà. Dans vos cabinets, Rine et puis Violaine, voilà, comment vous le présentez, vous, le potentiel intellectuel? Est-ce que c'est quelque chose de première impression? Je peux répondre sur les deux. Il faut que j'appuie en même temps que je parle? Non, voilà. C'est mieux. Ça s'est allumé. Non. Alors moi je ne le pressens pas le haut potentiel parce qu'en fait j'arrive en deuxième ligne, c'est-à-dire qu'en général les personnes qui viennent me voir ont déjà rencontré soit une psychologue, soit un médecin psychiatre, et donc à ce moment-là il y a déjà eu une suspicion, voire des tests qui ont été passés. Après, ça a pu m'arriver de rencontrer des enfants et les faire tester a posteriori. Ça, en général, c'est des enfants qui ne m'arrivent pas justement par le biais des psychologues, psychothérapeutes, psychiatres, etc. Ce sont des enfants qui, dans ces cas-là, arrivent par le biais très souvent de l'institutrice, de l'orthophoniste. Et à ce moment-là, c'est moi qui vais suspecter en haut potentiel parce que je vais retrouver chez ces enfants, dans le bilan psychomoteur, ou même chez l'adulte, des composantes. Donc, notamment chez les enfants, je rejoins Madame Lemonnier sur l'agitation, très présente. Je vais avoir aussi ce discours, cette façon d'être de l'enfant ou de l'adulte, en sachant qu'il y a des différences. Par exemple, chez les deux, je vais retrouver quelque chose moi, qui m'interpelle toujours, c'est-à-dire un débit de parole extrêmement rapide, avec un vocabulaire précis, avec des tournures de phrases très élaborées. Ça interpelle. Et puis chez l'adulte, ce qu'on retrouve plus que chez l'enfant, en fait, ça va être des notions plutôt d'interférence de la vie émotionnelle dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. Les gens qui viennent me voir sont plutôt dans cette problématique-là,
en sachant que très souvent, quand c'est les adultes, ils arrivent déjà avec des épisodes difficiles, sortie de dépression, burn-out, etc. Donc on a déjà un contexte qui est posé, qui va me permettre assez rapidement de me dire qu'il y a un truc. Chez les enfants, je vais plutôt voir des enfants agités et je vais retrouver systématiquement des troubles de l'apprentissage. C'est-à-dire que nous, en psychomote, on voit qui? On voit les enfants qui n'ont pas des résultats homogènes au QI. Les personnes homogènes, je les vois à l'âge adulte, parce qu'à ce moment-là, je vais être sur la dysynchronie plutôt sociale, relationnelle, affective. Chez l'enfant, je vais être plus sur la dysynchronie instrumentale. Mais je reviendrai peut-être plus longuement tout à l'heure sur tout ça, parce que là, je peux partir pendant 3 quarts d'heure. Oui. Donc vous, Perrine Vandame, qu'est-ce que vous observez? Ça marche, oui, ça marche. Oui, voilà. Au départ, j'observais rien parce qu'au départ, moi je ne savais pas ce que c'était que le haut potentiel, j'étais juste psychiatre. Donc je faisais des patients, puis j'en avais, il y avait, pour certains patients, il y a des trucs qui ne marchaient pas. Et après, c'est justement en disant, tiens, il y a cette piste-là, parce que j'ai réfléchi, puis parce que surtout, il y a des patients qui m'ont dit, vous savez, il y a le bouquin de Lettres, il y a le bouquin de Mme Siofachin, il y a le bouquin de Kermadec. J'ai réfléchi et j'ai essayé d'articuler les choses. Donc au départ, je ressentais rien, je pressentais rien. Donc j'avais des gens qui arrivaient pour diverses problématiques et je me disais c'est bizarre quand même, le parcours est particulier. Moi dans mon esprit, la plupart des résilients de Cyrenique par exemple sont des potentiels parce que je vois beaucoup les choses en termes d'énergie. Être au potentiel, c'est quand même avoir un niveau d'énergie supérieur à la moyenne. Donc c'est vrai qu'avoir plus de capacité à rebondir, si on n'a pas été cassé dès tout petit, à rebondir face à des événements difficiles, des événements de vie difficiles. Donc c'est vrai que les gens qui ont un parcours un peu particulier, soit ils ont été brillants dès le départ et ils sont toujours brillants, et ils viennent nous voir parce qu'ils craquent et il faut en chercher les raisons, soit ils ont eu un parcours chaotique, d'échecs scolaires, de difficultés, de grosses difficultés familiales, et je les vois à 30-40 ans et ils s'en sortent vraiment mieux qu'ils s'en seraient sortis s'ils n'avaient pas été au potentiel à mon avis. Donc j'ai vu, et en fait chez ces gens-là, qui n'avaient pas du tout notion qu'ils étaient peut-être plus intelligents que la moyenne ou qu'ils avaient un truc en plus, c'était moi qui étais un peu en train de leur dire, il y a peut-être quelque chose à aller creuser de ce côté-là. Donc ça fait un peu bizarre d'entendre un psychiatre dire allez faire passer un test de QI alors qu'on veut des antidépresseurs, voilà. Bon, mais ça a un effet, et ça a un effet, en fin de compte, je vois bien, je suis désolée, je suis partie là, mais ça a un effet, je vois bien, maintenant que j'ai quand même des prises en charge, qui ont vraiment été pour certains très difficiles, de gens qui allaient très mal au départ, et je les vois évoluer depuis 4, 5, 6 ans, je vois bien que ça n'est pas juste un effet de revalorisation narcissique, de me dire je suis plus intelligent que la moyenne. C'est vraiment une pièce qui a été ajoutée et qui leur a permis d'articuler les choses différemment. Donc, parce qu'au départ, moi j'avais un peu cette inquiétude-là, je me disais, je leur dis qu'ils sont plus intelligents, mais peut-être qu'ils vont péter un câble, voilà. C'est toujours le risque dans mon métier, moi je suis médecin, donc il faut toujours faire attention à plein de trucs. Donc voilà, et alors ça c'est les gens que j'ai découverts, auxquels j'ai dit, vous seriez peut-être à haut potentiel, il faudrait envisager cette situation-là. C'est vrai que maintenant j'ai de plus en plus de gens à haut potentiel qui le savent, qui viennent me voir en disant voilà je suis précoce, etc. Alors là c'est un peu plus compliqué parce qu'ils viennent me voir parce qu'ils sont en souffrance, et donc on est obligé d'articuler des choses avec des troubles thymiques qui n'ont rien à voir peut-être avec le potentiel, d'autres problématiques, d'autres troubles psychiatriques qui n'ont rien à voir ou qui ont un lien, mais un lien qui n'est pas un lien évident de cause à effet, et là il faut articuler, et bon là c'est plus utiliser le levier de l'intelligence justement pour les bipolaires qui guérissent avec un chouïa de traitement, c'est le haut potentiel, les schizophrènes qui pareil guérissent quasiment, c'est voilà. Et puis les addicts qui se sortent remarquablement bien d'une addiction qui dure depuis des années, c'est pareil, c'est des gens au potentiel. Ça reste entre nous, parce que voilà. Et puis c'est mon avis personnel de maintenant, peut-être que dans 1 an ou dans 2 ans, je vous dirai autre chose et je vous dirai tout le contraire. Moi, j'en suis là pour le moment dans ma tête, en tout cas. Donc voilà, alors comment je le pressens, c'est toutes ces histoires de parcours, et puis, mais c'est surtout au feeling, à l'intuition. C'est-à-dire qu'en gros, c'est en entretien, quand je vois qu'on discute, donc on reprend l'anamnèse, le truc, le machin, la personne nous parle d'elle, et puis je vois ma tête qui se met en marche.
Et puis je vois ma tête qui se met à élaborer sur d'autres trucs qui ont des liens. Et voilà, et je crois qu'en fin de compte, avec les histoires de neurones miroirs, il y a un système qui se met en place et justement qui est spécifique un peu dans ces thérapies-là, je vais m'arrêter, qui est un peu spécifique dans ces thérapies-là, justement, d'un travail à double niveau où il y a ce qui est dit, et puis tout le travail de tricotage autour de la relation, moi mes patients ils m'apprennent plein de trucs parce qu'ils connaissent plein de trucs que je connais pas, moi je leur donne les infos que je connais, et voilà, et on tricote une relation, et ça marche vraiment dans une relation très égalitaire. Si je me pose en médecin qui a raison, et ça marche pas. Ça marche pas, et voilà. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Pascaline, peut-être ça pourrait être intéressant maintenant de voir comment le haut potentiel s'exprime dans le champ cognitif. Le champ cognitif. Voilà, et puis ce qui est semblable Ouais. à un truc normopensant et ce qui est différent. Donc, alors, je vous disais, on utilise en diagnostic le test de Ah, pardon. Donc, pour établir le diagnostic de haut potentiel, donc, on utilise les tests de QI. Donc, on utilise principalement les échelles de Wechsler, donc, avec 4 grandes composantes. Un premier indice qu'on appelle compréhension verbale, qui évalue toutes les aptitudes de la sphère verbale, un indice de raisonnement, un indice de vitesse de traitement de l'information et un indice de mémoire de travail. Donc, je vous disais, normalement, on a un résultat de 100, un écart type de 15, classiquement, et chez les hauts potentiels, on voit que se détache principalement l'indice de compréhension verbale, en général, qui est plus élevé que les autres indices, et ils sont plus justes en mémoire de travail et en vitesse de traitement de l'information. Alors pourquoi ? Parce que dans les théories cognitives, on voit que ce sont des enfants qui ont une pensée arborescente, diffuse, qui traitent plein de choses en même temps. Donc quand il faut traiter de l'information séquentiellement, successivement, ils sont souvent en échec. Dans les épreuves de mémoire auditive, l'information, elle arrive de façon successive et c'est très difficile pour eux de traiter ce genre d'information. Autre particularité, c'est qu'il y a une différence entre leur capacité orale et leur capacité écrite. Souvent, au niveau graphomoteur, on a des gros décalages. Vous en parliez tout à l'heure, les dysynchronies dans leur développement. Et on a une épreuve, donc, dans les épreuves de vitesse qui s'appelle code, où il y a une composante graphomotrice qui est importante parce qu'il faut tracer des codes. Et là, en général, cette épreuve est très échouée. Donc c'est vrai que là aussi, c'est un diagnostic différentiel parce qu'ils ont des particularités de leur fonctionnement avec des choses où ils sont très à l'aise et des choses où ils sont en difficulté. Voilà, donc ça c'est pour l'échelle de Wechsler, mais j'utilise pour les jeunes enfants un autre test qu'on appelle le KABC. Donc là on est à la deuxième version. Le KABC il est construit exactement comme le WISC, c'est une échelle composite d'intelligence qui évalue plusieurs aspects de l'intelligence avec les mêmes normes, moyenne de 100, écart type de 15, donc on est exactement sur la même construction. Alors c'est un test qui est plus récent, qui est basé sur deux théories, neuropsychologie et psychologie cognitive. Alors pourquoi il est intéressant ? Parce que dans ces théories, on traite des processus cognitifs avec 2 types de traitement de l'information, justement, séquentiel et simultané. Et donc il est construit avec 2 échelles, séquentielle et simultanée. Et là, on voit aussi un diagnostic différentiel pour les hauts potentiels, avec des traitements séquentiels qui sont plutôt moyens ou déficitaires, et des traitements simultanés qui sont plus élevés que la moyenne. Et à côté de ça, il y a une échelle de connaissances où là, en général aussi, ils ont des performances élevées parce que les connaissances font beaucoup appel au verbal. Donc là aussi, dans cette échelle, on voit des choses apparaître très spécifiques avec des plus et des égales ou des moins. Voilà. Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il y ait c'est l'indice verbal qui signifie le potentiel. Est-ce qu'il y a des subtests particuliers que vous regardez particulièrement ? À la fois l'épreuve de vocabulaire, puisque comme on l'a dit, leurs compétences verbales, en général, ils ont un vocabulaire beaucoup plus précis, beaucoup plus riche. Donc, dans l'épreuve de vocabulaire, effectivement, on a plusieurs niveaux de cotation et les réponses très élaborées. Donc, l'enfant, il obtient 2 points. Et souvent, les hauts potentiels, directement, ils vous donnent des réponses à 2 points. Donc, et l'épreuve similitude, il s'agit de trouver la ressemblance entre 2 concepts verbaux, par exemple un chien et un chat, et de trouver la catégorie qui englobe ces deux concepts, donc la catégorie animaux. Et là aussi, ils sont très très performants. C'est-à-dire que leur langage est très, très organisé, très hiérarchisé.
voit aussi qui sont, enfin, je sais pas, toi Violaine peut-être t'en as quelques-uns, mais on en a quelques-uns qui sont aussi inversés sur le plan performance et par rapport au verbal. Oui. Et qui sont en général justement pas des grands. Enfin, moi je suis persuadée par exemple que Zidane c'est un haut potentiel, mais que si on lui a fait un ICV, son ICV il était pas très bon. Il était pas très bon. Et ceux-là on les voit, et ceux-là on les repère moins, et je pense que c'est peut-être plutôt des enfants qui ont des troubles, enfin, plutôt, je sais pas, une impulsivité ou des choses comme ça. Ou des... On n'en voit pas beaucoup de profils inversés, c'est assez rare. Moi j'en ai rencontré un ou deux. Et j'ai repéré les mêmes caractéristiques des enfants qui sont dans l'agir. Alors c'est un peu embêtant parce que ce sont des enfants en général qui sont amenés pour des troubles du comportement. Donc on a des enfants qui cassent, qui tapent, qui râlent, et qui râlent beaucoup plus par onomatopée qu'autre chose. Et on a des enfants qui a priori auraient des hautes capacités, mais qui n'arrivent pas à les exprimer. Moi, j'ai vu des enfants comme ça très frustrés, comme si sur le plan du langage, ça coinçait. Par contre, j'en ai vu plusieurs comme ça, vous les mettez avec des Legos, des caplas, ils vous font des trucs absolument incroyables. À l'âge adulte, j'en ai pas vu encore des profils inversés. Parce qu'on voit majoritairement les fameuses dysynchronies en faveur du verbal, très classiques, et des profils homogènes. Voilà, chez les adultes, c'est deux catégories que je retrouve le plus. Moi j'en ai deux profils inversés chez les adultes, qui ne sont pas Asperger, parce que Asperger c'est très à la mode en ce moment. En effet, c'est une aversion au profil de performance, mais bon, ces gens-là, voilà, faut pas dire, c'est pas parce qu'on a une performance supérieure à un verbal qu'on a Asperger, c'est autre chose, c'est en plus. Mais c'est vrai que j'en ai deux, j'en ai un qui est sérieusement addict, un peu à tout ce qui... Voilà, parce que je pense que c'est un moyen de faire écran, un moyen de canaliser son impulsivité. Et l'autre qui... Je la vois plus en fin de compte, donc je sais pas trop ce qu'elle est devenue. Bon, manifestement, poser, c'était pas son truc, et manifestement, ce que je lui ai proposé, voilà, ça collait pas. Je sais pas, je pense qu'elle va bien. Vous Pascaline. Alors effectivement, moi aussi, je vois peu de profils inversés. Maintenant, voilà, on n'a pas que les tests aussi pour diagnostiquer. Effectivement, les enfants, on peut les repérer aussi par leur comportement, en consultation aussi. Donc, au bout d'un moment, on peut s'interroger et passer quand même un test pour, voilà, même si le potentiel verbal n'est pas supérieur. Vous évoquiez tout à l'heure, par exemple, dans certaines épreuves à traitement séquentiel, le code, je crois, le fait que ces profils échouent. Alors, qu'est-ce que vous appelez échouer, en fait ? Au niveau graphomoteur, en fait, oui. On voit que, c'est peut-être pas ma spécialité, mais déjà sur cette épreuve, on repère que les courbes qui sont mal formées, une non-automatisation de l'écriture. À savoir des enfants qui vont, pour tracer une même chose, vont des fois partir par la droite, des fois par la gauche, et puis ont une lenteur dans le je vous pose cette question parce que ça m'est arrivé dans des briefings de tests de QI, de lire qu'effectivement, les sous-tests étaient à 18, 19, et le code était malencontreusement à 10. En fait, 10, c'est juste normal. Oui. 10, c'est juste normal. Alors, on a certains qui, effectivement, sont dans la normalité, mais on a aussi d'autres qui s'écartent très franchement de la moyenne. Moi, j'ai vu des personnes en potentiel avec des résultats à 3, 4 à l'épreuve de code. Donc, à 2 écarts types de la moyenne. Donc, je ne rencontre pas ça, je n'ai jamais vu. Donc, pour cela, en général, je préconise la psychomotricité. Donc, c'est chez Violaine. Voilà. D'accord. Un peu répondu tout à l'heure à ce qui différait, la différence qu'il y avait entre une norme pensant et potentiel intellectuel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, parce que vous aviez l'air d'avoir plein d'éléments à nous communiquer très intéressants. Merci de vous donner. Donc j'ai révisé ma copie avant de venir, donc je me suis penchée notamment sur les dernières études qui sont sorties. Alors déjà, il faut que j'apporte une précision par rapport justement à la fameuse épreuve de code. Ça, c'est pour les enfants. Les enfants qui nous sont adressés, je parle des enfants parce qu'en fait quand on reçoit les adultes, finalement l'adulte il est moins agité parce que il s'est un peu socialisé quand même, mais l'adulte à haut potentiel, dès qu'on discute un petit peu, 5 minutes, on retrouve très très vite le petit garçon ou la petite fille à haut potentiel. D'ailleurs, je reçois une majorité de femmes. Et là, on va voir toute la salle qui commence à s'agiter.
Donc en fait, chez les enfants, on les reçoit, nous, généralement après leur test de QI, adressé par la psychologue qui dit « Ah, il est dysynchrone, il a pété ses cubes, il a pété son code, il écrit lentement à l'école, la maîtresse s'arrache les cheveux, ce petit garçon, cette petite fille qui répond tellement vite à l'oral, qui sait déjà lire, qui est merveilleux, qui est très intéressant, et ben quand il faut mettre ses chaussures, mettre son manteau, gérer la vie quotidienne, remplir son cartable, écrire ses devoirs, ça devient quelque chose d'extraordinaire, avec même parfois des discours de « mais enfin, s'il est si intelligent, comment ça se fait qu'il sache même pas fermer son manteau ?» Parce que c'est pas intelligent de fermer son manteau. Il faut juste avoir d'une bonne motricité fine, et voilà, c'est à la portée du premier âne batté venu de fermer son manteau. Mais pas forcément à la portée du haut potentiel. Encore faudrait-il aussi que ça l'intéresse. Et ça, c'est un aspect très important, l'aspect motivationnel. Donc en fait, cet enfant, il arrive en psychomote avec un test de QI qui en général est bien dysynchrone, avec des cubes dans les choux, avec son graphisme dans les choux, il arrive comme ça. Et puis donc on lui fait passer des épreuves psychomotrices. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait en psychomote? On aborde l'individu sur un plan global. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va regarder son rapport à l'espace, son rapport au temps. Ça c'est très intéressant, le rapport au temps, parce que c'est souvent ce qui pose problème chez des adultes. Les adultes ont un gros problème avec le temps et avec l'espace. En général, c'est les femmes qui conduisent mal. Enfin, je crois qu'elles conduisent mal. Mais parce qu'en fait, elles font très vite. Et donc l'enfant, voilà, on va voir ça. Donc on va avoir un enfant qui a du mal à écrire. Un petit peu plus sur le rapport au temps, là, c'est ça. Non, c'est moi leur dit qu'elles conduisent mal. En fait, c'est pas vrai. C'est parce que en général, l'adulte au potentiel a une vision du temps qui n'est pas la bonne. Sa perception du temps, il a une perception des choses qui est très rapide. Donc l'adulte à haut potentiel, il est symptomatique de « faut que je sois 9h là-bas ». Il va partir à 54 et il est large, sur un trajet qui normalement prend 10 minutes. Donc de toute façon, il est en retard. Mais comme lui, il va très vite dans sa tête, il est très frustré quand il arrive à 9h04 et que, mince, la voiture, elle n'a pas été aussi vite que sa tête. Et moi, j'entends beaucoup les adultes à haut potentiel se plaindre du temps, parce que le temps n'est jamais perçu correctement, il n'est jamais vécu correctement. Et comme le temps est en rapport avec l'espace, du coup, ça pose des problèmes avec l'espace. D'ailleurs, c'est ceux en général qui vous mettent des grandes claques dans la figure, parce que quand ils s'installent, ils sont trop près, ils sont trop loin, ils font des grands gestes, ils oublient que vous êtes là, et à un moment, ils vous tapent dessus. Et très souvent, moi j'ai plein d'adultes qui viennent en disant « mais c'est incroyable, je peux pas, quand je suis avec quelqu'un, je fais un grand geste, je mets ma main dans la figure des gens, je leur marche sur les pieds, je peux pas me déplacer sans marcher sur quelqu'un, enfin c'est des choses terribles. Ça nous amène évidemment à leur rapport au corps. Et alors ça, chez l'enfant, on le retrouve aussi. Hein. Les enfants, alors, sauf que les enfants, c'est plus sur un versant d'agitation, surtout s'ils vont mal. Donc plus un enfant précoce va mal, plus il est agité. L'adulte qui va pas bien, lui, en général, il se met à parler beaucoup. Parce qu'il a quand même appris à discipliner un peu son corps. Encore que c'est pas toujours vrai. Moi, j'ai des adultes qui sont debout, qui déambulent, qui dessinent, qui manipulent les choses. Et donc, voilà. Donc ces petits-enfants, on les reçoit comme ça. Donc quand on les reçoit enfants, la problématique, c'est que pour le moment, moi j'ai 15 ans de recul, donc je ne les ai pas encore revus à l'âge adulte. Jusque-là, il n'y a pas d'enfants que j'ai suivis qui sont revenus à l'âge adulte. Donc j'espère que la psychologie a marché. Et donc en fait, on les voit essentiellement effectivement pour l'écriture, pour l'espace, pour le temps. C'est des enfants qui ont fait des épreuves de rythme de toute façon. Ils ne peuvent pas les réussir parce qu'en fait, ils sont en train de réfléchir à la structure rythmique. Ils ne sont pas en train de taper le rythme, ils sont en train de réfléchir. Et c'est un rythme comme ci, comme ça. Alors pour eux, ils sont un peu musiciens. On est mal parti parce qu'au lieu de suivre le rythme, ils sont déjà en train d'inventer un truc. Et sur l'écriture, alors les dernières études ont montré quelque chose qui en fait met tout par terre par rapport au code. Moi-même, j'ai été très frustrée parce que j'ai dit mince, il faut revoir tout. En fait, il y a une étude qui est sortie qui a étudié un test d'écriture qu'on utilise nous en psychomote, qui est le BHK. Et ils ont fait une corrélation entre le BHK et les épreuves de WISC. Et donc là, grande surprise pour, je pense, pour tout le monde, on a découvert que la qualité d'écriture était corrélée aux items vocabulaire et information, c'est-à-dire à l'intégration des normes. Et c'est là que l'aspect motivation prend tout son sens pour un enfant qui écrit mal. C'est-à-dire qu'un enfant à potentiel qui écrit mal est potentiellement un enfant qui a du mal à respecter les règles. Et je pense que personne ne me dira le contraire sur le fait que le haut potentiel et les règles, pas forcément un très bon mélange, je n'aime pas trop ça. Par contre, ils remarquent très bien quand les autres ne les respectent pas. C'est assez intéressant. Le haut potentiel n'aime pas l'injustice, par contre, si lui, avec son intelligence, il peut contourner la règle, il le fera. Et sur la vitesse d'écriture, la corrélation, alors la roulement de tambour quasiment,
La corrélation entre la vitesse d'écriture au BHK se fait avec l'item cube et non pas avec l'item code. C'est-à-dire qu'un enfant qui écrit lentement a un problème de traitement visuospatial, essentiellement. Après, il peut y avoir une composante visiomotrice. On a une composante graphomotrice, et il faut savoir qu'il y a une étude qui a été faite par notamment le professeur Zesiger sur les composantes qui influencent la vitesse d'écriture chez l'enfant. Les composantes qui influencent la vitesse d'écriture sont visuospatiales, motrices, neuromotrices et psychologiques, puisque l'estime de soi intervient, et également une composante évidemment linguistique sur le plan orthographique. Mais donc, le code, a priori, n'a pas de corrélation évidente avec la vitesse d'écriture. Ce qui ne doit pas empêcher d'aller contrôler les yeux de l'enfant sur la composante visiomotrice, parce qu'on a beaucoup d'enfants précoces qui ont des troubles orthoptiques. Et ce qui ne doit pas empêcher non plus, si on voit effectivement qu'à l'épreuve code, on a quand même effectivement des ponts qui sont mal faits, qu'on voit manifestement au niveau de l'observation clinique, qu'on a un graphisme malhabile, de le faire vérifier, parce qu'effectivement, la lenteur d'écriture, c'est quand même le problème de l'enfant au potentiel. Après, chez l'adulte, évidemment, l'adulte, quand il arrive, bon, moi jusque-là, j'ai pas vu d'adulte à haut potentiel dans mon cabinet qui soit capable de remplir un chèque en écrivant lisiblement. Donc je pense qu'il y a des adultes à haut potentiel qui n'ont pas été rééduqués et qui écrivent très mal. Par contre, ce que je retrouve chez les adultes, après, ça va être d'autres choses, puisqu'en général, quand je les rencontre dans un contexte très souvent de problèmes psychologiques, voire de troubles psychiatriques. C'est-à-dire qu'ils arrivent via mes collègues psychiatres et psychologues qui m'ont dit « Tiens, ça peut être pas mal d'aller travailler un petit peu sur le corps ». Donc moi, là, je vais rencontrer plus des choses au niveau de la sphère tonico-émotionnelle, de la sphère relationnelle et de la sphère vraiment corporelle, avec des personnes qui sont envahies par leurs émotions, qui ne savent pas les gérer, qui ne savent pas gérer les tensions, et qui d'ailleurs très souvent ont des problèmes soit d'hyperesthésie, soit d'anesthésie corporelle, donc des choses extrêmement en fait dysrégulées. Et moi, ce que je constate après sur le plan moteur, c'est que j'ai des personnes au potentiel qui n'ont pas d'équilibre postural, qui ont des déséquilibres tensionnels. En fait, c'est ce que je constatais là depuis 15 jours. J'ai revu tous mes patients en potentiel adulte et je les ai tous observés, scrutés, interrogés. Et en fait, finalement, j'en suis arrivée à la conclusion que la similitude entre tous, que je n'avais pas forcément cherché jusque-là, c'était vraiment ce côté dysrégulé et déséquilibré partout dans le corps. Donc j'ai énormément de problématiques autour du dedans-dehors, avec des problématiques autour de la peau, des grosses problématiques de seconde peau musculaire, donc ce qui répond aux troubles tonico-émotionnels, avec toute cette notion en fait de l'interface entre le corps et le psychisme, qui passe pour nous psychomotriciens par le tonus et qui sert de support à l'émotion. Et moi, c'est ma base de travail en fait, parce qu'à ce moment-là, je vais travailler sur le corps pour le relier au psychisme. Et ma base de travail, ça va être de travailler sur l'équilibre des tensions, sur l'équilibre du tonus, sur l'équilibre postural. Et j'ai énormément de gens, je vois, qui ont des espèces de révélations juste parce que je vais utiliser des méthodes comme Feldenkrais. Je vais utiliser des méthodes plus ou moins psychocorporelles, et quand je les mets sur le gros ballon, quand je les mets par terre, dans des postures en équilibre, qui d'un seul coup redécouvrent des sensations dans leur corps, qui vont redécouvrir vraiment des sensations. On n'est même plus dans la perception et le ressenti, on est déjà dans la sensation, qui me disent « mais c'est fou parce que quand je suis arrivée chez vous, je m'étais allongée, je me souviens, et je ne sentais rien ». Et là, ils découvrent d'un seul coup qu'ils ont des muscles, qu'ils ont une peau, qu'ils ont un squelette, qu'ils bougent, et ça change tout. Juste une petite question, une petite remarque, je crois que c'est là où on se rejoint toutes les deux dans le travail qu'on fait, parce que c'est vrai que moi je travaille quand même beaucoup sur la question des limites, des enveloppes, et Violaine, tu mets tout ça en acte, enfin non pas en acte, mais bon, en agir, on va dire, tu leur fais ressentir. Je crois que, moi je l'ai vécu moi-même, je vais vous raconter ma vie, je l'ai vécu moi-même il y a 3 semaines. Pendant 3 mois, j'ai pas pu faire de sport. Et puis il y a 3 semaines, j'ai pu reprendre la piscine. Et ça a été incroyable parce que au bout des 3 mois, je commençais voilà, ça partait un peu dans tous les sens, je me dispersais, etc. Gentiment, ça allait. Et après la piscine, j'ai retrouvé tout de suite une manière de sentir et de penser fluide. Juste parce que je m'étais recalée dans mon corps et que je m'étais bien rephasée, j'étais bien fatiguée aussi.
Et voilà, et tout de suite ça redevenait fluide. Alors c'est sûr que moi j'arrive pas à dire à mes patients, surtout faites du sport, faites bouger votre corps, etc. Ils n'arrivent pas tous, parce que quand ils sont déprimés, bon je suis bien gentille, mais c'est pas possible, quoi, donc faut attendre qu'ils aillent mieux. Et c'est pour ça que dans ces situations-là, le fait de les envoyer voir Violaine et qu'on fasse un travail à deux, c'est marrant, ce qu'on dit toujours, au bout d'un moment on se rejoint toutes les deux. Parce que bon, il parle émotions chez Violaine, il parle d'autres choses. Moi, un coup, c'est moi qui ai les émotions et les effondrements qu'elle devrait gérer. Un coup, c'est elle qui a la séance de thérapie où on fait que parler et on s'occupe pas du corps. Enfin, on se croise et c'est plutôt pas mal. Et puis, il y a un moment où, à une semaine près, on se retrouve toutes les deux à faire un point et à se dire, ouais, bah tiens, ça y est, là, on a parlé de cet espace intermédiaire à créer entre l'extérieur et l'intérieur. Et Violaine me dit, bah oui, bah justement, là je l'ai senti exactement à ce moment-là, au même moment, où elle a senti pareil au niveau des enveloppes, au niveau de cette interface, il y a quelque chose qui se crée. Donc c'est assez, en plus c'est marrant parce que c'est vachement gratifiant pour nous deux, parce qu'on se dit chouette, on bosse bien ensemble et tout. Si juste j'arrive pas, la seconde pôle musculaire, c'est comme ça qu'il l'appelle. Je sais pas si ça vous intéresse. Ouais, bon, tu nous en dis deux mots, parce que j'ai jamais rien compris moi. En fait, la seconde pôle musculaire, c'est un concept en fait, qui est une réponse au concept que tout le monde doit connaître beaucoup mieux, qui est le concept du moi-peau de Didier Anzieux. Donc ça, le concept du moi-peau, on le connaît avec les fonctions psychiques de la peau, donc les fonctions contenantes, parexcitatrices, difficile à dire, le filtrage, etc., toute la question, et puis toute la question aussi, évidemment, ça fait référence après à Winnicott avec le holding, le handling, etc. Donc ça sont des concepts un peu fondateurs au niveau de la psychomote parce qu'on s'en sert beaucoup. Nous, en psychomote, quand un patient arrive, on a tout de suite dans notre tête le dialogue tonique, on est tout de suite sur Vallon, sur Ajoria-Guerra, et puis on va tomber très vite, notamment avec les adultes, sur du Winnicott, puisque nous on repart sur le holding. Moi ça m'est arrivé de faire de la contenance, exactement comme je peux la faire avec les enfants autistes, mais avec l'adulte à haut potentiel, je fais beaucoup plus de contenance qu'avec une autre personne en fait, parce que ce sont vraiment des personnes qui ont manqué de quelque chose à un moment au niveau de la peau et au niveau de... On retrouve des choses très, très archaïques. Et donc cette seconde peau musculaire, en fait, c'est un concept qui a été développé par Esther Bick, qui en fait a observé, c'est basé sur l'observation des nourrissons au départ. C'est quelqu'un qui observait le bébé dans son environnement familial. Et elle a constaté qu'il y avait des enfants qui ne constituaient pas correctement leur enveloppe corporelle. Et ce qu'elle a observé, c'est les notions de tension et d'hypertonie. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que quand on a un problème au niveau de la constitution de l'enveloppe corporelle, et que l'enveloppe corporelle, donc la peau, ne remplit pas ses fonctions, à ce moment-là, il y a un relais qui se fait dans le corps par les muscles. Et en fait, les muscles viennent suppléer la peau. Et c'est souvent ce qu'on retrouve chez les adultes à haut potentiel, et je pense aussi chez d'autres adultes, et je pense que tout le monde ici l'a vécu une fois dans sa vie, c'est la fameuse carapace tonique dans le dos, qu'on a tous vécu une fois. C'est-à-dire qu'on s'est tous retrouvés un jour dans une situation difficile, on s'est senti partir comme ça, dans l'axe, avec une très grosse hypertonie dans le dos, sauf qu'il y a des gens qui l'ont tous les jours, H24. Et en fait, ces gens-là, ils vivent avec comme ça les muscles qui sont extrêmement recrutés. Et d'ailleurs, ce qu'ils décrivent, c'est très souvent un problème entre le dedans et le dehors, et on retrouve effectivement ce déséquilibre. On a des personnes qui, au dehors, sont dans une tension extrême avec cette carapace tonique très importante. Le problème de cette carapace tonique, c'est qu'à ce moment-là, elle ne fait plus filtre, elle ne fait plus par excitation, elle fait juste blocage. Alors c'est très bien parce que du coup, ils souffrent moins, ils tiennent debout, ils arrivent à fonctionner. Et moi, je dis que c'est une des explications du burn-out. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont mis en tension, qui sont en recrutement, qui sont dans cette espèce d'hypertonie extrêmement importante, et au bout d'un moment, ils ne sentent plus rien. Le problème, c'est qu'ils ne sentent plus rien à l'extérieur, ils ne seront plus agressés par rien. Le problème aussi, c'est qu'ils perdent toute la proprioception et toute l'interoception qui devrait les renseigner sur « je suis fatigué, ça ne va pas, je ne digère pas ». Et en fait, en général, ces gens-là, quand ils arrivent avec un diagnostic de burn-out, ils ont loupé toute la glissade d'avant, et ils ont loupé tous les signaux corporels. C'est-à-dire qu'ils ont loupé les vertiges, ils ont loupé les nausées. Et au moment où ils les ressentent, de toute façon, c'est le moment où ils sont cloués dans leur lit, qu'ils ne peuvent plus bouger. À ce moment-là, c'est la panique avec « je me sens mal. » Sauf que toutes ces choses-là ont été bloquées parce qu'ils tiennent bon. Et très souvent, moi je vois des adultes à haut potentiel qui me disent « non, mais ça va. »
Et dès qu'on les allonge, et moi de toute façon, à chaque fois que je reçois un adulte au potentiel, j'appelle mes petites camarades en disant c'est pas possible, à chaque fois qu'ils viennent, c'est pleurer. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils sont dans un lieu où on s'occupe du corps, ils relâchent la tension, et à ce moment-là, tout s'écroule. Et moi j'ai des fontaines de larmes, et j'ai des gens roulés en boule sur le tapis, et je reviens à des choses extrêmement archaïques, extrêmement près du corps, et du coup j'ai un travail qui est très 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 basé autour de la peau. Et c'est ça, cette seconde peau musculaire. Et moi je m'en sers beaucoup de ce concept-là avec mes petits adultes, et a priori ça a l'air de fonctionner. Alors après, je vais quand même vous dire ce que j'ai observé. Là je vous dis tout ce que j'ai observé, c'est-à-dire tout ce que je vous raconte, c'est de l'observation empirique. Depuis 3 semaines, je cherche des références théoriques, c'est-à-dire je fais des recherches. Alors s'il y en a qui ont trouvé, ça m'intéresse. Je fais des recherches sur la psychomote et l'adulte surdoué. J'ai même été harcelée, une de mes anciennes profs de fac, qui est psychologue clinicienne, qui m'a dit, moi, je ne connais rien. Et je n'ai rien trouvé de spécifique. Il faut écrire. Par contre, de la psychomote avec l'enfant surdoué, alors ça, on en a des wagons. Donc ça, de ce côté-là, je pense que tout presque a été dit, a été vu. Je pense que après, je verrai peut-être s'il y a des questions spécifiques, mais au niveau de la prise en charge psychomotrice d'enfants surdoués, je pense que là, tout le monde est à peu près au courant. Mais voilà, là, ce que je vous livre sur l'adulte, c'est vraiment mes observations empiriques, parce que j'ai sondé un peu autour de moi. Je n'ai pas trouvé de psychomotriciens qui reçoivent beaucoup d'adultes HP, ou en tout cas pas autant de collègues qui se sentent de le faire, qui ont envie de le faire. La plupart travaillent avec des enfants, et ça étonne toujours quand je dis que moi j'aime bien travailler avec les adultes en psychomote. Donc j'ai pas beaucoup du coup de références à donner, et c'est vraiment complètement pire. Oui, quelque chose à rajouter, Pascal, en lien avec votre pratique. En lien avec la pratique, par rapport au corps, justement, je rebondis un petit peu. Effectivement, il y a les tensions qu'on sent très très présentes. Quand ils sont décrits aussi par l'entourage, souvent, c'est soit ils sont dans une grande proximité physique, n'arrivant pas à décoller, soit dans l'évitement aussi du toucher, des embrassades qu'ils n'aiment pas. Donc ça aussi, c'est des indices qui servent à détecter les enfants au potentiel. Et par rapport à la notion de temps, je pense qu'il y a un lien aussi, dans le sens, ce sont des enfants comme des adultes qui n'ont jamais assez de temps, et n'ont jamais assez de 24 heures pour faire tout ce qu'ils ont prévu de faire dans la journée. Donc ils sont souvent dans une très grande frustration par rapport à tout ce qui n'est pas réalisé dans la journée. Donc la frustration, c'est quelque chose qu'on observe aussi de façon très très forte chez l'enfant à haut potentiel. Et les troubles du sommeil, bien sûr, qui y sont associés. C'est des enfants qui ont une forte résistance, donc du coup, ils s'endorment très tardivement. Ça aussi, c'est des symptômes aussi qui nous indiquent qu'il faut peut-être aller rechercher au niveau du potentiel. Donc on décrit même chez des très jeunes enfants des endormissements à 23 heures, voire plus. Voilà, des enfants qui reviennent incessamment vers les parents pour poser des questions, pour solliciter l'adulte. La genèse du profil abordable dès l'enfance. Oui, très clairement. Ça a été étudié. Le développement de l'enfant surdoué, c'est quelque chose qui a été étudié notamment par le professeur Vèvre Doré, qui est psychologue et psychomotricienne, et qui a fait une étude du développement du jeune enfant. Et dès tout petit, elle a constaté des décalages d'acquisition, ne serait-ce que posture-motrice, à peu près 15 jours sur les autres enfants. Donc elle a constaté des vrais décalages. Et elle constate dès l'âge de 2-3 ans, notamment des aptitudes spatiales très supérieures. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que c'est cette sphère-là qui va se perdre. Et alors, elle dit, c'est son discours, elle dit qu'a priori, ce serait le passage à l'école qui aurait tendance à casser un peu. Je l'ai vu le week-end dernier, elle dit aussi qu'il y a aussi des enfants qui ont aussi tendance à être un peu trop portés par les parents, et que forcément quand on met son enfant, moi ce que j'ai fait avec les miens, les miens ils n'étaient pas du tout en avance au niveau, voilà, quand on met son enfant dans un cosy, dans un siège vide, dans un siège machin, etc., il ne bouge pas, et bon, c'est de revenir au basique du tapis par terre, et dans l'enfant test, voilà, ça joue aussi beaucoup. Donc pour ça ils ne sont pas forcément tous en avance, c'est pas mauvais signe si l'autre n'est pas en avance.
quand on parlait du facteur motivationnel aussi, je pense que dans la petite enfance, ils ont envie de découvrir. Hein. Ce sont des enfants qui sont explorateurs. Donc ils partent souvent à l'aventure dans leur environnement de façon très précoce. Après, effectivement, je pense que l'entrée à l'école aussi a malheureusement un effet plutôt négatif, dans le sens où on ne leur permet pas non plus d'aller explorer là où ils veulent aller explorer. Donc ils perdent leur motivation et peut-être effectivement leur capacité à s'inscrire dans l'espace et à développer ces compétences. Merci. Je voulais poser la question identique que j'ai posée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qui dans le champ de la psychiatrie s'exprime comme un normopensant chez le potentiel, et qu'est-ce qui diffère? C'est un grand débat. J'ai combien de temps? Bon, alors, d'abord, il n'y a rien. Hein. On part, moi, c'est pareil, je vais vous dire comme Violaine, si mes petites observations, j'en suis là à l'heure actuelle. Dans 6 mois, j'en serai autre part. Voilà. Au niveau, juste au niveau études, il y a deux choses à pointer. Il y a une étude de Fourneret-Révol qui est parue dans l'Encéphale il n'y a pas très longtemps sur une cohorte d'enfants et d'ados précoces qui étaient suivis en consultation. Donc ça veut dire qu'ils avaient un motif de souffrance. Ils leur ont fait passer des échelles d'anxiété pour montrer qu'en fin de compte, ils n'avaient pas des scores d'anxiété qui étaient différents de la population moyenne des enfants. C'est-à-dire que d'après leur truc, c'est des enfants qui ne sont pas plus anxieux en termes d'échelle, mais s'ils consultent, ils sont quand même en souffrance. Mais voilà, c'est pas, parce qu'on parle beaucoup d'anxiété, voilà. Sinon, la deuxième truc, j'ai pas tout fait, la deuxième chose que j'ai retrouvée, c'est McCabe dans le British Journal of Psychiatry, donc l'étude suédoise donc, qui est reparue dans ce journal-là en 2010, mais avant il l'avait fait dans l'Acta Scandinavia Psychiatrica. Donc l'étude suédoise importante sur une cohorte d'enfants qui après ça une cohorte d'adultes bipolaires, où il semblerait qu'en effet il y a plus de HPI chez les bipolaires, ou que à l'inverse même, d'avoir des résultats scolaires excellents à 16 ans, ça pouvait, plutôt chez les garçons et plutôt chez les sujets de niveau socio-économique élevé, ça pouvait augmenter un risque de bipolarité. Alors moi après, bipolarité, voilà. Alors, juste, le truc, c'est que la psychiatrie, il faut être indulgent vis-à-vis de la psychiatrie, c'est une discipline nouvelle, c'est une discipline qui était le parent pauvre de la médecine. Pendant moi, quand j'ai fait l'internat, psychiatrie, c'était les nuls qui faisaient psychiatrie, et on disait, de toute façon, en dehors de la médecine interne, de la neurologie, etc., il n'y a pas de salut. Donc, voilà, c'était le parent pauvre, c'est en train de changer. Les 20 ans à venir, ça va être passionnant. On va apprendre plein de trucs, on va faire plein de liens, on va remettre plein de choses en question. Donc, pour le moment, c'est pas encore top. Et puis même rien que pour toutes les nosographies, toutes les définitions, enfin moi je vois bien, je revois tout ce que j'ai appris tout le temps d'un œil neuf au gré des avancées, et pas seulement pour les surdoués. Alors qu'est-ce qu'ils ont, ceux que je vois? Ils peuvent avoir la même chose que les autres, ils peuvent être déprimés, ils peuvent être anxieux, ils peuvent être addicts, ils peuvent être mal dans leur peau, mal dans leur vie, sur les surménages, etc. Il y en a qui sont comme les autres, faut bien. Il y en a qui ont l'air d'être comme les autres, puis en fin de compte, non. C'est-à-dire que les hauts potentiels, par exemple, qui arrivent avec des TOC, c'est les seuls, si je leur explique la fonction du TOC en termes d'économie psychique, à savoir, vous avez trop d'énergie, vous n'êtes pas assez stimulé, allez vous stimuler ailleurs, et puis on verra ce que ça... comme par hasard, le TOC, il diminue, il disparaît. Si je dis ça à quelqu'un qui est juste obsessionnel avec des TOC et qui n'a pas cette capacité d'énergie en plus, d'intelligence en plus, je vais faire intrusion dans son fonctionnement, ça peut avoir l'effet presque inverse de le pousser à faire autre chose. Il va pouvoir faire s'arc-bouter plus sur son symptôme. Donc voilà, pareil pour les troubles anxieux. L'anxiété, c'est surtout de la peur de l'inconnu et c'est surtout beaucoup la sensation très rapidement d'être débordé par ces sensations internes d'anxiété. Et c'est ça qui perturbe, parce que ça parasite le fonctionnement mental, ça parasite la concentration. Donc oui, ça a l'air d'être de l'anxiété quand la personne doit parler en public, voilà. Mais en fin de compte, non, c'est pas ça, c'est que la personne, elle doit gérer en plus tout ce qu'elle ressent à l'intérieur, qui prend le cœur qui bat, enfin tout ça qui prend une importance démesurée, et gérer deux trucs à la fois, donc c'est des formes, souvent je dis c'est des pseudo-symptômes. Pareil, les addicts, on travaille sur l'addiction disparaît. Moi, en psychiatrie, chez le la moyenne, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Donc c'est pour ça que c'est super gratifiant de s'occuper des précoces, parce que quand on a compris
trucs, ça va très vite. Donc ça, c'est, voilà. Je vous transmets mal le truc. Bon, moi ce que je vois, c'est vraiment les trucs en termes d'énergie, ils ont plus d'énergie que la moyenne. Si l'énergie elle n'est pas utilisée correctement, ils vont déclencher du symptôme. Donc après, en fonction de la tendance, du tempérament, bah, chacun ses symptômes, on a tous les nôtres. Donc les mettre sur une base plutôt de fluidité, rapport corps et esprit et de projet, alors ça c'est typiquement la situation insoutenable pour le potentiel, l'ennui. Là, je les vois, ils arrivent, c'est comme les plantes auxquelles on n'a pas donné à manger, il n'y a plus personne. Mais en 15 jours d'ennui, ça les rétame. Avant, je me disais, bah, c'est bizarre, ces gens, ils sont déprimés. Maintenant, je leur dis juste, bon, allez, vous allez vous booster, vous allez faire un projet, enfin, c'est pas si simple, mais voilà, vous allez faire un projet, c'est ça qui vous sortira l'affaire. Et c'est vrai que le collègue psychiatre qui lui-même peut-être est au potentiel, mais qui ne le sait pas, donc c'est encore plus compliqué de le repérer chez son patient, bah, le collègue psychiatre, il voit la personne tout étiolée, il se dit, bon, bah, je vais essayer de leur gonfler avec un peu de médicaments, je vais lui dire que c'est pas si grave, voilà, mais ça marche pas. Ça marche pas si on n'a pas le truc, si on n'a pas la pièce du collègue. Alors, les dépressions existentielles, c'est pareil. Bon, c'est lié à la capacité d'adaptation, s'adapter à un monde qui est un peu différent de ce qu'on pense et de ce qu'on est. Bon, ça peut marcher une grande partie de sa vie, et puis il y a toujours un moment où en fin de compte ça colle plus, c'est-à-dire où on a un rapport au monde, un regard sur le monde qui fait qu'on vit à un moment ou à un autre dans des conditions où ça ne matche plus, ça colle plus, et là aussi ça c'est de la dépression et pas de la dépression à la fin. En fin de compte, c'est une incapacité d'adaptation. Donc ça peut donner des symptomatologies de burn-out, d'épuisement à continuer à essayer de s'adapter à ce cadre-là sans que ça marche. Ça peut donner des trucs anxieux majeurs, ça peut donner plein de choses, mais c'est vraiment la difficulté d'adaptation. Alors que la personne aura vécu des trucs terribles dans sa vie et aura bien tenu le coup parce qu'elle aura su s'adapter. Le jour où elle ne sait plus s'adapter, il n'y a plus personne. Donc voilà. Alors après, il y a aussi... je veux pas être réductrice, il y a aussi le cas quand même des gens qui ont des QI très très élevés. Alors là, ça devient un peu compliqué parce que moi je vois bien chez mes patients à QI très élevé, toute la compréhension de l'environnement, toute la compréhension du monde passe par l'intellect. Et il n'y a pas trop le choix. Donc moi je leur explique le monde. Et après, ils peuvent se lâcher un peu sur l'émotionnel. Ils peuvent apprendre. Alors c'est vrai que ça fait... On en revient toujours aux fameux Asperger, mais bon, il y aurait 10% de la population qui sera Asperger en termes des gens en ce moment. Les vrais Asperger, c'est quand même assez rare. Mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire c'est vraiment une incapacité pour certaines personnes, et je le relie à des gens qui ont des QI très élevés sur les performances notamment. Je ne sais pas si c'est ça, pour le moment j'en sais rien. Il y a peut-être, ils échouent peut-être à certaines... je me disais, il y avait aussi des épreuves d'orientation mentale, donc ils échouent peut-être à certaines épreuves pour voir des situations sous un autre angle. Enfin, il y a peut-être d'autres choses, mais c'est vrai que là ça devient compliqué. Et là, ça rentre pas dans les cases de la psychiatrie. Là, il y a un truc à inventer, quoi. Je pense que là, il y a un truc vraiment appel à candidat, s'il y en a dans la salle. Je pense qu'on fera ça. Ce sera le deuxième projet du GARP après le questionnaire, qui est déjà un truc énormissime à faire. Mais on fera probablement peut-être une étude un peu spécifique sur les traits au QI pour voir si on peut ressortir des choses. Voilà. Qu'est-ce que vous appelez traits au QI? Schématiquement plus de 150, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si... Encore un petit peu de temps, moi j'ai encore une petite question. Si vous, je vous parle des bipolaires aussi. Bon, alors parlez des bipolaires. Je remballe ma question pour l'instant. Alors, c'est pareil, régulation émotionnelle, gestion émotionnelle, il n'y a rien. Donc tout est à inventer. Bon, il y a Chantal Henry, il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui vont d'ici 10 ans faire, pareil, l'hystérie. Qu'est-ce que c'est l'hystérie? Freud, Charcot, etc. C'est un problème de régulation émotionnelle. C'est-à-dire que ça prend tellement de place chez quelqu'un qui n'a pas appris à parler dans un contexte social qui était beaucoup plus contraignant que celui qu'on vit actuellement. Évidemment, ça donnait des explosions, avec des symptômes de conversion, de somatisation. Bon, voilà, et forcément, toutes les femmes sont des hystériques en puissance, on le sait bien. Voilà. Mais je rigole quand je dis ça, c'est surtout au volant. Surtout au volant. Non, moi je suis pas hystérique, je suis violente au volant. Mais voilà, donc il y a la question de la régulation émotionnelle, c'est pas abordé par la psychiatrie, ça va être abordé, je pense que dans 5 ans, vraiment, on aura des trucs valables. Et on parle de troubles de la régulation émotionnelle pour les gens qui sont clairement bipolaires. Donc c'est pas tout à fait entre la gestion et la régulation, c'est pas tout à fait la même chose.
La régulation émotionnelle, c'est quelqu'un qui... je démarre ma journée, j'ai X stimulation dans ma journée, donc à la fin de la journée, je suis stimulée comme ça. Normalement, je dors bien la nuit, et le lendemain matin, je redescends au niveau assez bas de stimulation. Il y a un problème, on ne sait pas d'où ça vient. C'est vrai que chez les gens qui déclenchent des accès maniaques, c'est je suis stimulé de ma journée, j'essaye de dormir un peu, je me restimule le lendemain, j'essaie de dormir un peu, et voilà. Et ça finit par péter. Donc c'est pour ça que tous les programmes de psychoéducation insistent beaucoup sur le sommeil, la qualité de vie, etc. Parce que voilà, moi j'insiste pour mes patients qui sont vraiment bipolaires sur est-ce que vous savez nommer vos émotions? Et en fin de compte, ils ne savent pas. Ils ont un truc, ils le zappent comme ils peuvent. Alors, de si astreint, on travaille là-dessus. Donc ça, c'est pour le vrai problème de régulation des émotions. Alors, je pense que la plupart des hauts potentiels sont un peu comme ça. Je monte, je suis au 7e ciel parce que j'ai eu le truc qui m'a fait tilter intellectuellement, ou parce que j'ai la copine qui m'a fait un sourire, ou je sais pas quoi, et puis la minute d'après, plus haut je suis montée, de toute façon, plus bas je vais descendre la minute d'après. Forcément, ça c'est normal. Donc on est tous comme ça. Après, il y a des gens, en fonction de leur histoire, de leurs antécédents familiaux. Il suffit d'avoir un parent déprimé, on a 10 fois plus de chances de faire une dépression. Il suffit d'avoir dans sa famille quelqu'un de bipolaire, on a 10 fois plus de chances. Enfin, ça, c'est des participations génétiques. C'est tout ce qui se dessine. Donc ça, c'est l'étude d'Azorin qui a fait l'année dernière des choses intéressantes dans l'encéphale, justement sur tout ce qui est endophénotype, c'est-à-dire les caractéristiques d'une famille apportées. Certaines familles portent des caractéristiques qu'on retrouve chez des sujets sains de la même famille qui vont être à la base des problèmes et du développement d'une pathologie chez certains membres de la famille pour d'autres facteurs d'environnement. Donc on voit ça pour la schizophrénie, on voit ça pour la bipolarité, pour les troubles anxieux, pour l'autisme, etc. Est-ce qu'on voit ça pour le HPI? Non, mais je sais pas, c'est une diffusion juste même ça. Le problème, c'est que c'est pas très politiquement correct, mais globalement, quand même, je pense que les gens d'un niveau d'intelligence à peu près équivalent se rencontrent, se marient et font des enfants d'un niveau d'intelligence à peu près équivalent. Je dis toujours, les surdoués, quand ils se marient bien, ils se marient entre surdoués, ils font des bébés surdoués. Mais c'est pas politiquement correct. Et c'est pas vrai forcément, il y en a qui apparaissent nulle part et inversement. Le HPI, tout par acquis, c'est typiquement français en fait. Non. Alors il y a les études statistiques montrent qu'il y a une participation génétique au niveau du potentiel intellectuel, mais que cette participation génétique, par exemple, sera moindre proportionnellement que la participation de la taille, par exemple. C'est-à-dire que si vous avez des parents grands, vous avez plus de chances d'être grand que si vous avez des parents HPI, plus de... vous avez compris ou pas? Ouais, c'est bon? Ok, voilà. Donc en gros, voilà, c'est plus clair par exemple pour la taille, la couleur des yeux, etc., ça c'est évident, mais c'est plus clair pour la taille que pour l'intelligence immédiatement mathématique. Donc on ne sait pas quoi, mais il y a quand même un truc. Ouais, il y a quand même un truc. Est-ce qu'il y a un âge où il vaut mieux identifier le haut potentiel intellectuel qu'un autre? Ça dépend ce qu'on en fait aussi après. Je pense que de façon de plus en plus précoce, d'abord on le fait de façon plus en plus précoce, mais c'est important parce que sur le plan scolaire notamment, ils ont des difficultés qui s'accumulent au fil du temps et comme tu disais, qui conduisent à la dépression ou à l'inhibition intellectuelle. S'il n'y a pas de... Je voudrais juste nuancer, parce que justement, moi, je suis plutôt pour les tests, pour le fait de les tester, parce que sur les adultes qu'on reçoit qui vont mal, on se rend bien compte que le fait de les tester et d'avoir des réponses là-dessus, c'est pas mal. Après, le haut potentiel, effectivement, c'est français. Moi, je pense que si on avait la dénomination anglo-saxonne, ça pèserait moins lourd sur les épaules des HPI. Parce que nous, on dit HPI, haut potentiel intellectuel. Moi, des fois, je me dis, ce serait plutôt lourd potentiel intellectuel. Et des gens qui disent, et maintenant, je fais quoi de mon boulet? C'est bien, j'ai 150, je fais quoi? Alors, chez les enfants, c'est plus facile. On leur explique qu'ils conduisent en Ferrari qui roule à 150. Est-ce que vous pouvez préciser la dénomination anglo-saxonne? Alors, la dénomination anglo-saxonne, moi, je l'aime bien parce qu'elle est positivante. Eux, ils appellent ça gifted. Donc, c'est le don du ciel. Et moi, j'aime bien parce que finalement, le haut potentiel intellectuel, ça devient un cadeau. Alors qu'en France, c'est un boulet. Enfin, les gens, quand ils en parlent, ils appellent ça un boulet. Mais ils le vivent aussi, des fois, comme un boulet. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément un cadeau non plus. C'est pas forcément un cadeau, mais c'est vrai que quand je donne la dénomination anglo-saxonne, il y a des gens qui me disent « Ah,
Peut-être qu'on peut faire quelque chose avec ça On peut maintenant. peut-être faire quelque chose. On va peut-être en faire quelque chose. Voilà. Après, sur les tests, voilà. Moi, je sais que j'ai rencontré là récemment une famille dans laquelle tous les enfants sont HPI, tous. Il y en a un qui a été testé et ça valait le coup. Ça valait le coup, il a compris plein de choses, il expliquait plein de choses à ses parents, c'était génial. Les 3 autres ont été testés, et ils allaient très bien, ils étaient homogènes, ils roulaient tout seuls. Depuis qu'ils ont été testés, ils disent mais qu'est-ce qui se passe? Et ça a mis un bouleversement dans leur vie. Alors c'est vrai que moi j'ai tendance à dire, comme beaucoup de mes collègues psychologues pour les enfants, testons s'il y a des problèmes. Mais si tout va très bien, est-ce que c'est bien utile de le faire tester juste pour vérifier notre intuition de parents? Là je ne suis pas sûre. Non, bien sûr, c'est effectivement quand il y a des soucis scolaires notamment, ou éducatifs, parce que les parents sont souvent démunis aussi face à ces enfants. Après, le problème inverse, ça serait effectivement d'avoir des œillères. Et de ne pas vouloir voir qu'il y a un problème, ou de ne pas vouloir voir que ça serait bien d'être testé. Et je pense que là, il y a un équilibre à trouver, et que dans ce cas-là, c'est bien pour les professionnels d'avoir des conseils sur ce qu'il faut faire. Alors, juste pour revenir, bon, oui, d'accord, en France, on voit tout en mal, c'est super dur d'être au potentiel. Aux États-Unis, quand même, ils disent, ouais, mais en Europe, ils sont pas si mal parce que, quand même, ils s'occupent des troubles psychologiques et ils sont gifted, leurs jeunes, mais quand ils sont mal, là-bas, ils savent pas trop faire parce que ils sont tellement sur des histoires d'épanouissement de soi, de développement personnel, etc., que quand vraiment ça va mal, ils sont un peu démunis. Juste sur les tests, tester, enfin moi là-dessus je partage tout à fait votre avis, voilà. Mais alors surtout, il y a un truc à pas faire, c'est tester pour rien en faire. Bon, voilà, évidemment, typiquement le truc, tu vois, t'as ton test à 130, 140, je vois pas pourquoi tu réussis pas en maths. Bon, voilà, c'est le truc à pas faire. Mais bon, bon, évidemment, ça c'était il y a 20 ans, maintenant quand même, normalement, on est meilleurs parents qu'il y a 20 ans, normalement. Mais il y a quand même beaucoup de parents qui... moi j'entends beaucoup de discours de certaines de mes patientes pour lesquelles je me pose ou pas la question, mais c'est pour autre chose qu'elles viennent me voir, qui me disent mon enfant a été testé et qu'il faut tout sur le haut potentiel. Alors ça c'est redoutable. Le gamin, donc c'est l'éducation nationale qui comprend rien, c'est la psychologue qui n'a rien pigé, c'est bidule, etc. Donc ça met des parents qui sont dans la fascination. Alors ça, au potentiel intellectuel et fascination. Si un jour vous rencontrez quelqu'un dans votre vie, quelqu'un d'intelligent qui vous plaît bien, ami, petit copain, enfin je sais pas, n'importe quoi, qui vous plaît bien, mais que vous sentez une fascination, méfiance. Il faut, voilà, la fascination c'est un truc qui est pas sain. C'est-à-dire que moi j'ai des patients, ils sont vachement plus intelligents que moi, ils sont vachement plus intéressants que moi, et je me dis c'est cool, etc. Donc voilà. Mais si je commence à sentir que je les admire trop là-dessus, je me dis on sort des valeurs humaines, on part dans le pur intellect, et là on se plante. C'est-à-dire parce qu'il faut vraiment tout le temps équilibrer. Ils sont vachement plus intelligents que moi, mais j'ai des choses à leur apporter. Bon, je m'arrête, hein. C'est parfait. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? J'avais juste rajouté que tester, c'est pour accompagner, effectivement. Effectivement. Moi, j'ai eu des parents qui sont venus me dire en me disant voilà, le problème qu'on a, c'est que notre enfant est testé, et le psychologue nous a dit maintenant, bonne chance. Mais bon, ce n'était pas vous, Pascal. J'allais dire, c'est à la fois accompagner les parents, mais aussi par rapport au système éducatif. Et je crois qu'il faut qu'on s'implique de plus en plus dans le système éducatif pour accompagner les enseignants, les équipes, pour les aider à comprendre le haut potentiel et puis à adapter aussi les tâches. Quand on parlait tout à l'heure justement de projets, c'est des enfants qui fonctionnent bien aussi par projet, quoi. Leur faire travailler sur des exposés, par exemple, c'est très motivant pour eux, parce qu'ils vont chercher le sujet, donc forcément des sujets qui les intéressent, qui les motivent. Là, ils peuvent fouiller et développer des compétences extraordinaires. Et puis après, ça leur fait aussi travailler les compétences relationnelles, dans la mesure où quand on fait un exposé, c'est aussi pour les autres, donc il faut s'adapter. Savoir sélectionner l'information, ce qu'ils ont beaucoup de mal à faire en général, hiérarchiser, sélectionner. Et puis aussi, sur le plan émotionnel, il faut affronter le côté, j'expose oralement ce que j'ai présenté à l'écrit, donc on développe beaucoup de compétences à travers des exposés, et je pense que c'est c'est quelque chose d'intéressant à travailler pour plus tard en termes scolaires. De belles perspectives. Que diriez-vous d'entendre le public et ses questions? Donc
Maintenant, c'est à vous pour le micro. Merci d'être la première à poser une question, ça permet aux autres de préparer leur question. Bonjour, moi j'interviens plutôt, je suis enseignante en élémentaire et j'ai 4 enfants, TST, HP, et je me pose la question, alors en plus ou moins testés à des âges plus ou moins jeunes, j'en ai une qui a 17 ans et la plus jeune qui a 8 ans. Elles ont été testées, enfin les garçons entre les deux, certains à 6 ans, d'autres à 9, etc. Et donc je me suis posé plein de questions sur mes enfants, voilà. Et j'essayais de voir maintenant dans mes élèves, j'en trouve tous les ans, ou tous les 2 ans, un dans la classe à chaque fois, connaissant la difficulté de mes enfants, parce que les enfants ont des difficultés, les miens, j'essaye d'adapter pour mes élèves, et je me rends compte que je n'y arrive pas. J'ai beau être sensibilisée, j'ai beau, je pense, savoir les repérer, je ne sais pas quoi faire avec mes élèves. Alors, est-ce que vous avez des conseils pour les enseignants à mettre en place facilement en classe, parce qu'on a toujours dans une classe d'autres enfants qui ont d'autres soucis, comment on fait de les enseignants et en tant qu'enseignant, avec des collègues qui ne veulent pas entendre parler pour beaucoup de mes collègues, ça n'existe pas, je me fais des idées, donc je suis la seule d'une équipe où je travaille à vouloir faire quelque chose. Donc je me bats toute seule, j'y arrive pas. Est-ce que vous avez des conseils? Ça marche? Les conseils, comment dire? Alors statistiquement, effectivement, dans une classe, on a des chances d'en trouver, hein, c'est 2% de la population les précoces. Donc forcément, 2 sur 100, on peut en trouver dans sa classe. L'enfant précoce, il marche bien au challenge, il marche bien au défi, il marche pas bien à la contrainte. L'enfant précoce, il est allergique à l'effort. Moi, je leur parle souvent de la BD de Gaston. Avec l'allergie à l'effort, ça leur parle bien. C'est des enfants, moi je trouve que quand on leur explique la règle du jeu, ça marche mieux. Moi, très souvent, ce que je dis, écoute mon petit chat, à l'école, il faut que tu apprennes les règles. Et si tu joues avec les règles, ça marche. Après, au niveau des instits, je crois que toute la difficulté, c'est de gérer l'enfant dans la classe, c'est-à-dire d'obtenir de lui qu'il fournisse un effort, parce que des fois, ils peuvent le faire à l'écrit, parce qu'il ne faut pas pousser. Hein. Avec des précoces, il y en a plein qui sont dysynchrones, il y en a plein qui ont du mal avec l'écriture, qui sont lents à l'écriture, gna 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 gna. La plupart, quand même, sont pris en charge aujourd'hui sur l'écriture, et il y en a plein qui peuvent écrire. Alors, ils écrivent peut-être pas très bien, de toute façon, ils s'en foutent complètement de savoir si c'est bien écrit en général, du mot, comme ils disent, j'arrive à me lire. Je crois que toute la question, c'est d'arriver à leur faire comprendre que c'est mignon qu'ils arrivent à se lire, on est très content qu'ils arrivent à relire leur torchon, mais que leur torchon, ils sont censés le passer à la maîtresse pour qu'elle puisse vérifier que les compétences sont apprises. Et que ça, c'est la règle du jeu à l'école. Et en fait, je crois que toute la question, c'est, moi je leur compare souvent ça à un circuit de voiture de Formule 1. Je leur dis, voilà, toi tu as une Formule 1, tu roules à 138, tu roules à 150, tu roules à 154. J'en ai eu un qui roulait à 159. C'est pas mal, ça roule vite ça. Et je leur dis voilà, maintenant toute la question c'est que ta voiture elle roule à 150. Si tu respectes pas les règles, tu vas te planter dans le premier virage. Et très souvent, maintenant moi je les fais jouer sur l'iPad au circuit de voiture et je leur montre ce qui se passe quand ils gèrent mal leur voiture. Et je leur dis voilà, à l'école c'est pareil, il y a des règles, si tu respectes les règles, tout va bien se passer. Par contre, si tu fais n'importe quoi, tu vas te faire punir tout le temps. Et je crois que le défi pour l'instit, parce que c'est un défi, parce qu'elles ont précoce, plus les 25, 26, 28 autres dans la classe, et en plus statistiquement, il peut aussi y avoir un dyslexique, un tada, un emmerdeur. Tout est possible dans les classes, mais elle peut avoir quand même des exemplaires variés d'enfants. Mais heureusement, dans sa classe, elle a aussi des petites filles qui s'adaptent bien. Donc ça, c'est bien. Vous savez que les petites filles précoces sont moins détectées que les petits garçons. Parce que les petites filles précoces, elles rentrent beaucoup mieux dans le moule et elles pigent tout de suite beaucoup mieux les règles. Et en général, on les retrouve à l'adolescence et à l'âge adulte. Et là, par contre, c'est canon. Il faut faire super gaffe. Les petites filles précoces, elles passent inaperçues. Elles sont très mignonnes, elles font très bien leurs exercices. Elles écrivent en rouge, elles soulignent en bleu, et c'est super. Et à 17 ans, à la maison ou à l'école, ça dépend. Mais ouais, toute la question, c'est d'arriver à les motiver tout en les faisant rentrer dans le cadre, en leur faisant respecter les règles. Oui, exact. Il y a un truc qui marche très bien pour les enfants précoces, c'est la gestion mentale. Et ça, les instits qui sont formés à la gestion mentale, c'est génial ça, parce que ça permet à l'instit, pour le coup,
pas seulement d'adapter, c'est-à-dire pas seulement de dire voilà, si tu as écrit ça, si tu as fait bien ton exercice, après, il y aura un truc super sympa. Parce que ça, c'est l'erreur aussi avec l'enfant surdoué, c'est que l'enfant surdoué, très souvent, on dit qu'il faut l'alimenter. Alors, il fait bien ses maths vite fait, puis là, la maîtresse lui recolle 2 exos de maths. Ça, c'est vraiment pas intéressant. Par contre, la maîtresse, elle arrive, elle lui file un sudoku, elle lui file une charade, une énigme mathématique, ça, c'est chouette. Donc, il faut aussi faire gaffe, parce que ça, c'est l'erreur des instits, on lui en file plus. T'as écrit ta poésie, chouette, t'en files une deuxième à copier. Eh ben moi, je vais aller plus lentement, tiens. J'en ai marre de copier. Voilà. Et par contre, voilà, en gestion mentale, ce qui est intéressant, et là je crois que c'est un travail à faire au niveau des instits, par contre, des enseignants, c'est qu'une instit qui a... La gestion mentale, c'est apprendre à apprendre. C'est monsieur Antoine de la Garandrie qui avait étudié toute une cohorte d'élèves sur un lycée que nous on connaît bien à Versailles, puisque c'est le lycée Sainte-Geneviève qui est en face de mon bureau. Et il avait étudié les élèves et il avait cherché ce que faisaient les bons élèves pour réussir. Comment ça se fait qu'il y avait des élèves qui étaient bons, qui réussissaient tout, quelles étaient leurs stratégies. Et globalement, comment on faisait pour être mauvais élève, en gros. Et il a étudié une cohorte de jeunes en cherchant comment ils faisaient pour réussir. Et il leur a posé énormément de questions sur leur fonctionnement mental, sur leur manière d'apprendre. Et il en a tiré tout un enseignement, dont notamment les gestes mentaux, l'évocation. Et ça permet d'entrer dans le fonctionnement de l'autre. C'est-à-dire que très souvent, qu'est-ce qu'on fait à l'école? On dit voilà, pour apprendre vos mots de français, je pense que ça parle à tous les parents, pour apprendre les mots de la dictée, la maîtresse souvent donne une petite fiche, il faut lire le mot 5 fois, il faut l'écrire 3 fois, après il faut le corriger. Et puis il y a des enfants, ça marche pas du tout quand on fait comme ça. Et puis par contre, si on commence à demander à l'enfant, mais alors quand tu mémorises ton mot, tu le mémorises comment? Tu le vois, tu l'entends, il s'écrit dans ta tête, tu le vois s'écrire. Sachant que les hauts potentiels, très souvent, marchent avec de la vidéo dans leur tête. Est-ce que le mot, il apparaît comme un tampon? Est-ce qu'il est écrit en bâton? Est-ce qu'il est écrit en rouge, en bleu, en vert, en jaune? Est-ce que tu peux zoomer dessus? Est-ce qu'il est net? Est-ce qu'il est flou? Et une fois qu'on est rentré dans le fonctionnement de l'enfant, et qu'on s'intéresse à la manière dont l'enfant évoque, mémorise, comment il fait pour comprendre, à ce moment-là, on rentre dans sa tête, et là, on va pouvoir l'aider. Parce qu'on n'est pas en train de lui imposer notre façon de voir. Mais ça, on le fait tous, hein, l'erreur. Mais regarde donc comment je fais. Et ça, on l'a en psychomote, parce que nous, on l'a à la base, on a des enfants gauchers. Et les parents leur apprennent à faire les lacets. C'est intéressant, maman droitière qui montre à son enfant gaucher comment faire le lacet. Là, vous demandez à votre enfant gaucher de vous montrer comment on fait le lacet, vous essayez de faire comme lui en étant droitier, vous allez voir, c'est l'enfer. Et bien, c'est un peu ça qu'on fait en classe, on leur dit, fais comme moi, fais comme je te dis. Mais ça marche pas toujours, ça. Donc moi je pense qu'il faut d'abord comprendre l'enfant et je pense qu'un truc qui est bien c'est de discuter avec lui. Moi je sais que je passe beaucoup de temps avec les enfants quand ça coince à l'école à dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, il s'appelle la maîtresse, qui se passe avec ton cahier et en discutant avec eux on trouve beaucoup de choses intéressantes. Et on trouve les adaptations à ce moment-là. Puis il faut aussi rappeler à l'enfant que c'est un contrat et que c'est pas à la maîtresse de s'adapter tout le temps et que lui aussi peut faire un effort tout en sachant que ça peut déclencher une allergie. Non, j'ai pas de conseil tout prêt. Voilà, j'ai pas de conseil tout prêt. Je crois pas qu'il y ait un mode d'emploi. Je pense qu'il y a des adaptations à faire. Et je pense qu'il faut je ne sais pas mes mots. Il faut trouver une congruence. Merci Violaine. Une autre question? Oui. Bonjour, donc moi je suis professeure des écoles depuis 15 ans, maman aussi d'un enfant précoce. Et tout simplement, une chose qui ne coûte pas cher, qui ne prend pas de temps en termes de préparation, de fiches de préparation ou quoi que ce soit, tout simplement un regard bienveillant. Juste un regard bienveillant, juste ça. Alors, moi je ne le trouve pas dans l'éducation nationale, ou peu, dans peu de collègues, ça ne coûte pas grand-chose. Et il n'y est pas. Voilà, c'est tout. Le regard bienveillant. Simplement, juste ça. Après, une remise en question, je dirais même pas là, par rapport aux maîtresses, mais le regard bienveillant, quand même, ce serait juste une base avant tout. Juste ça, c'est tout. Une autre question? En fait,
vous avez dit quelque chose de contradictoire par rapport aux enfants. Vous dites que d'un côté, il ne faut pas les tester s'il n'y a pas besoin, et de l'autre, que si on ne fait pas, ça peut être plus grave après. À l'adolescence, vous dites qu'ils peuvent péter un câble. Alors, moi, je réponds tout de suite. En fin de compte, moi, je les vois, les petites filles super adaptées, super mignonnes au primaire. Moi, je les vois arriver à 13-15 ans dans mon cabinet, soit avec des tocs, soit avec de l'anorexie, soit avec une telle pression qu'elles se foutent qu'elles s'épuisent complètement. C'est-à-dire qu'il faut se méfier des enfants qui vont trop bien. Et ça, c'est voilà, un enfant qui fait pas de bruit, qui fait pas de crise. Moi, je préfère quand il est un enfant les miens. Je m'inquiète moi quand ils vont trop bien et qu'ils s'adaptent trop bien. Un enfant qui fait pas de bruit, qui fait pas de crise, qui fait toujours ce qu'on lui demande, qui est toujours attentif aux parents, qui colle toujours aux parents pour que tiens maman elle est fatiguée, allez je vais l'aider, etc. Ça c'est inquiétant, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est-à-dire qu'une fratrie de 4, il y a un garçon qui fait que des bêtises à l'école, forcément il va se faire tester. Il y a une ou deux filles, donc sur les 2 filles, admettons, il y en a forcément une qui va être comme ça. Celle-là, on ne va pas penser parce que c'est elle qui va aider maman tout le temps, c'est elle qui va être tout le temps dans la médiation des conflits dans la famille. C'est elle qui va compenser. C'est elle qui va compenser. Et en fin de compte, celle-là, celle-là, il faut la faire tester aussi. C'est ça la contradiction, c'est-à-dire que, mais par contre la 3e fille, elle aura moins le poids sur les épaules parce que c'est la sœur aînée qui aura tout pris sur les épaules, donc la 3e fille, ce sera cool, et puis le 4e qui sera un garçon, bon celui-là il faudra se méfier parce qu'il risque de ne pas faire grand-chose et de se la couler douce. Mais c'est d'autres choses, c'est-à-dire qu'il y a l'aînée qui aura le poids, la première fille souvent qui a le poids du transgénérationnel. Alors oui, en effet, ça se voit pas, mais bon c'est ça tout le paradoxe de la réponse de ma collègue, quoi. C'est que je crois qu'il faut. Enfin, moi, il y a un moment où j'essaie de faire ça sur mes enfants, c'est pas simple. Tu sais, on est dans la vie de tous les jours. Bon, allez, habille-toi, aide-moi à mettre le couvert, gueule, etc. Et puis il y a des moments où il faut faire un temps de pause. En fin de compte, il faut les regarder. Faut les regarder. Et c'est dans ces moments où on s'extériorise un peu, on met un peu de distance et qu'on les regarde juste comme ils sont, c'est là où on arrive à voir s'ils vont bien ou s'ils vont pas bien. Si on est dans le quotidien, etc., ils sont juste liés à nous, plus ou moins liés, plus ou moins collés à nous, et on ne voit rien. Donc il y a des moments où faut les regarder. Et ouais, un enfant qui fait pas de bruit, qui s'adapte, une petite fille qui s'adapte, moi j'aime pas du tout. Enfin, je me dis, attention méfiance, peut-être qu'elle est juste bien dans ses baskets, mais si elle commence à mal dormir, si elle commence à chouiner pour derrière, si elle commence à être malheureuse avec ses histoires de copines, etc., attention, ce sera pas le garçon qui aura des troubles du comportement, ce sera beaucoup moins visible, mais c'est quand même signe que ça va pas. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il ne faut pas tester pour tester. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas faire tester l'enfant en pensant le faire pour lui, alors qu'en fait, on le ferait pour nous, parents. Et là, je vais donner un petit coup de pied dans la fourmilière, mais il y a quand même des parents qui défendent la tentation de faire tester leur enfant quelque part, et je pense qu'aucun parent n'a envie de se le dire, mais je crois qu'à un moment, il faut lever ce tabou-là, parce que ça me ferait bien plaisir d'avoir un enfant précoce. Ça me ferait bien plaisir de dire que mon enfant a 140. Voilà. Là, je donne un coup de pied dans la fourmilière. C'est quelque chose. Les parents me disent non, c'est pas pratique, d'avoir un enfant précoce, on les compte, c'est des problèmes. Moi, je crois qu'il y a certains parents qui, quelque part, sont un peu dans cette fascination de un enfant précoce, un enfant hyper intelligent. Qu'est-ce que je serais fière d'avoir un enfant comme ça? Alors là, on va tomber dans l'enfant qui répare le parent, qui donnera bref les exigences parentales, les parents vont pas quelle équipe c'est, donc l'enfant va tout le pataquès psychopathologique qu'on peut rencontrer très souvent. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que voilà, tester pour tester et point barre, je pense que ça sert à rien, parce que nous, on envoie des cohortes, et je pense que mes collègues qui reçoivent des adultes encore plus que moi, des cohortes d'adultes, qui vous ressortent un vieux test qui a été fait il y a 25 ans, disant « Ouais, un jour, on m'a testé. » Ouais, d'accord. Et ça vous a servi à quoi? On m'a testé. D'accord. Alors, c'était testé pour tester. Ça sert à rien, ça peut même être destructeur. Par contre, après, effectivement, être vigilant sur les enfants, garder un œil ouvert, garder un œil averti, ça peut conduire effectivement, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a des enfants qui sont testés à 6 ans, à 9 ans, à 15 ans, et qui ne sont pas tous testés en même temps, de la même façon. Mais je pense que c'est pas, il n'y a pas de réponse univoque. Moi, je crois que c'est aussi à tout le monde de surveiller ses enfants, de toute façon, tous les enfants. C'est comme l'histoire du regard bienveillant, c'est valable pour tout le monde, ça.
garder une vigilance sur son enfant, c'est important, qu'il soit précoce ou pas d'ailleurs. Là, il faut penser aussi aux autres. Il y en a qui ne sont pas précoces, mais qui ont besoin d'être vus, d'être entendus, d'être regardés, parce qu'ils ont tous des spécificités, des points forts et des points faibles, et qu'ils ont tous besoin d'être accompagnés, entourés. C'est peut-être encore plus vrai pour l'enfant précoce, pour éviter effectivement à l'âge adulte d'avoir des gros dégâts. Pascaline Val. Oui, j'allais juste dire, le tester ou pas, c'est à l'appréciation du psychologue. Alors effectivement, quand on vient en me demandant un test, j'ai tendance à freiner des cas de fer et voilà, à demander déjà les raisons. Hein, c'est quand il y a vraiment plainte, quand il y a de la somatisation chez l'enfant ou voilà, une adaptation scolaire qu'on choisit de faire les tests. Hein, s'il n'y a pas de plainte, si c'est juste pour valoriser narcissiquement le parent, non, c'est un risque. Donc on évite. Il y a aussi des parents qui font tester leurs enfants parce qu'eux-mêmes, ils n'osent pas passer le test. Oui. Et qu'ils vont faire passer toute leur histoire au travers de leur enfant qui n'a pas eu la même histoire parce que sûrement il y a des parents mieux que les grands-parents. Et ils vont faire passer toute leur histoire au travers de celle de leur enfant et ça, c'est extrêmement déstructurant pour les enfants. Il y a une dame qui se pose une question. Donc voilà, donc en tant que parent, quand vous faites tester vos enfants, vous dites mais oui, mais moi, est-ce que je suis prête ou est-ce que je suis prêt à y aller et, Ouais, justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'échec scolaire. Alors, moi, j'ai un fils qui a 14 ans et qui est complètement en échec scolaire, qui refuse d'aller à l'école. Enfin bon, et j'ai complètement l'impression qu'il a tout perdu. Il sait rien, il fait rien, il est complètement feignant. Enfin, c'est comme vous disiez tout à l'heure, un boulet, quoi. Voilà, moi, je suis pas très fière là. De ça, mais j'aimerais avoir des explications parce que bon, il a été testé il y a 3 ans, donc 140, et là je me dis c'est pas possible quoi, c'est un autre, c'est pas le même. Et j'aimerais en deuxième question savoir si ça peut se perdre, si l'intelligence qu'il a peut se perdre, ou est-ce que ça se garde tout le temps, est-ce qu'ils sont nés comme ça, et pourquoi des enfants, c'est vrai, aussi intelligents sont toujours en échec scolaire, ne réussissent pas à écrire 3 phrases. On trouve ça complètement c'est injuste. juste parce qu'ils ont un autre problème. Ils ont un autre problème qui ne s'est pas vu et qu'ils ont décompensé. Donc le fils, il a peut-être un problème d'addiction, un problème d'addiction à la réveillée, un problème anxieux, etc. Et ça ne s'est pas vu. Ça ne s'est pas vu avant parce qu'il a compensé, puis le jour où ça décompense, ben voilà, il n'y a plus personne. Donc il y a un autre problème. C'est pas la précocité qui provoque ça. C'est la précocité. Il y a beaucoup d'enfants précoces qui sont en échec scolaire. Et parce que justement, ils compensent. On ne voit pas qu'ils sont en difficulté affective à l'intérieur d'eux, parce qu'ils compensent, parce que souvent ils prennent un rôle auprès des parents. Et c'est le jour où il s'agit de se trouver face à leur propre avenir et de se dire bah oui, alors moi j'ai eu des bonnes notes en primaire, au collège, parce que ça fait plaisir à papa et maman. Au lycée, ça devient un peu plus difficile. Ouais, mais après le bac, qu'est-ce que je vais faire? Oh la catastrophe, j'ai pas envie de grandir, je suis pas du tout prêt à grandir. Et d'ailleurs, si c'est pour juste bosser comme les parents et pas être heureux, je veux pas de cette vie-là, etc. Enfin, vous imaginez pas. Donc ça bloque, il n'y a plus personne. Mais ça, c'est vrai qu'il faudrait trouver, il faudrait développer, c'est pas encore des sortes de programmes de prévention. Voilà. Après, ça, c'est pas mon rayon. Par rapport à votre première question sur l'échec scolaire, moi je vous invite à rester le reste de la journée parce qu'au travers des tables rondes, vous trouverez peut-être d'autres réponses qui peuvent vous intéresser. Je ne sais pas si on a le temps pour une autre question ou pas. Une dernière? Bon, une dernière. Oui, alors tout à l'heure vous avez parlé des petites filles qui sont comme ça, qu'on ne voit pas que sont. Je me demandais si ça peut arriver pour les garçons aussi, parce que. Non mais en fait, moi le mien, depuis qu'il est petit, on se pose la question. C'est vrai qu'au début on s'est dit on va attendre qu'il soit plus grand pour faire les tests. Il n'a pas de souci, a priori tout va bien. Moi, mon ami personnellement il me dit t'en fais pas bien, c'est pas la peine de lui faire des tests, hein, c'est pas son papa. Donc et puis pareil, le discours de dire oui, t'es fier que ton fils ait un haut potentiel, je dis bah non, je veux juste savoir si c'est ça ou pas. Savoir quoi. Donc comme il est quand même un petit garçon très sage, tout le monde dit oh, qu'il est mignon, je me demande aussi si c'est possible pour les garçons. Est-ce qu'il s'éclate de temps en temps? Est-ce qu'il s'éclate dans la vie? Je pense oui quand même. Il faut qu'il s'éclate. D'accord. Si vous sentez qu'il ne s'éclate pas assez, vous faites tester. D'accord. Merci. C'était la dernière question, et donc la dernière réponse. Voilà. Je crois qu'on a compris.
développer en plus sur des domaines qui ne sont pas les autres. Mais voilà, ça permettra d'avoir des visions multiples. Merci à chacune d'entre vous. Merci Pascaline. Merci